Donc Caro, bon courage, et les gars, bon courage. Bon courage, et vous pouvez les applaudir. Ah, oui. C'est parti. Alors, pour commencer ce Penchakucha, je vous présente le livre, mon livre de chevet, que je lis à chaque fois que je fais un enfant. Donc je l'ai lu 4 fois. Comment ne pas être une mère parfaite. Donc c'est un livre qui vous permet de déculpabiliser un petit peu. Hein. Le problème, c'est qu'avec les enfants des autres, quand on est prof, on ne peut pas être parfait. Donc, je vous propose ici la recette pour être un prof parfait et obtenir une classe parfaite. Donc ici, vous allez avoir différentes recettes avec des ingrédients et puis vous débrouillerez avec à la maison ou avec les outils qui vous plaisent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe parfaite? C'est une classe dans laquelle les élèves sont présents, attentifs et engagés avec tout leur cerveau, avec plus vrai dans mon dos, c'est horrible. Donc présent, attentif, engagé, autrement dit les thèmes de Ludovia, je suis pile poil, je crois, tout le monde a bougé. Alors les modèles, voilà, le premier modèle, ici vous avez une classe parfaite, silencieuse, bien rangée. Les élèves ils sont attentifs, engagés, ils font c'est une restitution, un test, donc ils restituent leur savoir sous l'œil de l'enseignante. Alors, quels ingrédients pour avoir cette classe parfaite? L'autorité. L'autorité, c'est disposer du savoir pour que les élèves sachent. Et puis disposer aussi des moyens de coercition pour que les élèves soient attentifs et, si possible, un petit peu engagés. Donc voilà. Le problème, c'est que, évidemment, on n'a plus l'exclusivité du savoir, on n'a plus le droit de frapper. Deuxième ingrédient, la barrière, ça sert à protéger la barrière, mais ça sert surtout peut-être à enfermer les élèves qui ne peuvent pas sortir. Quand je suis arrivée dans mon lycée, que je vous présente ici, la page Facebook, c'était lycée Germaine-Tillon prison, c'est pas vrai, mais voilà. Donc, bon. Alors, deuxième modèle de la classe parfaite, il est mieux celui-là, on voit des élèves autour du prof, c'est un peu plus dérangé, mais on les voit, ils sont fascinés, ils regardent de tous leurs yeux ce monsieur qui leur lit quelque chose, ça a l'air passionnant. Donc on a besoin, pour avoir cette classe parfaite, on a besoin de savoir hypnotiser, les confiances croisent en moi. Voilà, de savoir les fasciner. Le problème, c'est qu'on ne sait pas tous faire ça. Et moi, par exemple, je ne sais pas fasciner les élèves. Je suis prof d'histoire, je peux raconter. Donc, du coup, il y a une deuxième solution que j'ai trouvée sur RTL Info, hein, en 2015. Voilà. Bon, ça, c'est difficile à faire aussi, honnêtement. Oui, je savais que je t'appellerais à Serge. Voilà. Il paraît que j'ai une robe transparente. Vous avez vu, j'ai des sous-vêtements. La troisième modèle de classe parfaite, c'est celle-ci. Donc là, on a des élèves autonomes. On a une enseignante qui est attentive, qui suit les recommandations de François Jourde et qui est attentive à un élève en particulier. On voit des élèves qui résolvent des problèmes d'équation au tableau en équipe, là, à gauche, en tout cas, moi, je les vois. Alors, de quoi on a besoin pour faire ça? Des outils qui permettent aux élèves d'être en action, d'agir. Alors, souvent avec les outils, si vous voyez des smartphones, ça les motive. C'est vrai, on dit toujours, ça les motive. Voilà, ça donne l'impression de pouvoir agir, puis voilà, ça les motive. Alors, il faut se méfier de la motivation, parce que je note que Mathieu Farber appelle chocolate covered broccoli. C'est quand on leur donne une situation qui est la même merde que d'habitude, excusez-moi l'expression, mais qui est recouverte d'une couche technologique qui motive, vous voyez. Mais c'est pareil qu'avant, comme quand j'étais jeune, je faisais des diaporamas, on appuyait sur le bouton, une diapo suivante. Donc voilà, ici par exemple, en 1927, vous connaissez cette diapo, cette photo, c'est une leçon de géographie dans un avion d'aviation civile, c'est magnifique, comme situation, sauf qu'on voit les élèves avec une classe, avec des tables, et les élèves qui regardent la maîtresse, qui montre un globe. Voilà. Bon, bah ça veut dire que c'est raté et qu'en fait, l'ingrédient principal, c'est de construire une situation d'apprentissage qui mette les élèves en questionnement, qui mette les élèves qui puissent réfléchir ensemble à quelles questions on peut se poser, de quels outils on a besoin pour résoudre le problème qu'on s'est posé. Ça veut dire une situation qui met en lien. Ici vous avez le dessin d'un petit garçon qui participe aux écoles en réseau au Québec.
Donc les liens, c'est avec les autres écoles, avec les pairs, mais aussi avec des experts, avec les parents, avec voilà, le monde entier. Bon, c'est hyper innovant. En fait, c'est pas hyper innovant, puisque vous avez ici l'imprimerie Freinet en dans les années 20. J'ai oublié la date. Et puis, donc, les principes de la pédagogie de Freinet, c'est ça, c'est ouvrir sur le monde, mettre les élèves en action, les responsabiliser, et la correspondance scolaire, tout ça. Donc, ce que je dis là, en fait, c'est rabâché. Sauf que nous, on a des nouveaux moyens maintenant, des moyens plus puissants quand même, qui vont plus loin, qui vont plus vite, qui permettent de partager, de collaborer vraiment, au sens où on partage les connaissances, on partage les compétences plutôt, et pas seulement de coopérer. Donc ces nouveaux moyens, ils donnent quand même quelque chose. Ces nouveaux moyens, c'est quoi? Alors c'est pas bâtir les nouveaux moyens. Non, c'est le robot. Donc là, pour la téléprésence, pour les élèves qui sont incapables d'être en classe, mais aussi le robot pour apprendre à programmer, et puis aussi faire participer ce robot à la résolution de problèmes. Ces nouveaux moyens, c'est aussi ce dont parle Jean-Marie dans son billet de blog sur les moyens pour sortir à l'école, c'est ce cartable numérique. Alors, pour moi, le cartable numérique, c'est ce qui permet de mettre en lien tous les endroits où on apprend. C'est-à-dire, on apprend à l'école, mais sur les réseaux sociaux, sur un MOOC, on apprend dans le club de sport, on apprend, voilà. Et alors, tout ça, il faut accepter dans l'école d'abattre les murs. C'est le titre de mon billet de blog que j'ai publié à cette occasion. Mais ce n'est pas les murs physiques en fait, qu'il faut abattre, c'est les murs dans nos têtes, dans la tête des chefs d'établissement qui interdisent certaines pratiques, dans les têtes des DSI qui interdisent Facebook, etc. Voilà. Merci Caro.